Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Pierre Silvano. Depuis plus de 12 ans, Joséphine Silvano porte le deuil. Depuis ce jour de novembre 2008, où elle a découvert le corps de son fils Pierre, 40 ans, tué de 2 balles dans la tête. Un meurtre qui ressemble beaucoup à une exécution. Alors oui, Pierre était riche, il avait une Ferrari, un bel appartement, des amis dans la haute société genevoise, une jolie femme, dont il était très amoureux, mais personne ne lui connaissait d'ennemis. Alors que s'est-il passé? Sa réussite a-t-elle fait des jaloux? Ou peut-être faut-il chercher ailleurs? La réponse dans cette enquête inédite de Chroniques criminelles. 26 novembre 2008, dans un quartier huppé de Genève. Il est 3 heures du matin. Pierre, un riche homme d'affaires, dort à point fermé dans son duplex. Soudain, au cœur de la nuit, une porte s'ouvre. Des semelles crissent sur le parquet. Et une main sort une arme. Une ombre se rapproche du lit et braque le canon sur la tête de Pierre. 2 coups de feu claquent dans le silence de la nuit. Puis, tout redevient calme. À travers la fenêtre de la chambre, les lumières de l'aube commencent à poindre. Le téléphone se met à sonner. Pierre ne répondra plus. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Joséphine se lève. À 70 ans, cette mère de famille goûte une retraite confortable et bien méritée. D'origine italienne, ce qui compte le plus pour elle, ce sont ses 2 enfants, et notamment l'aîné Pierre. Il habite à 10 minutes de là, et chaque jour, elle exige qu'il passe l'embrasser avant de partir au travail. Ils ont pour habitude de se voir. Vincent Spira, avocat de la défense. Sauf erreur, tous les matins, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Il faut dire que Joséphine a de bonnes raisons d'admirer son fils. Il a 35 ans, mais c'est une maman italienne, ils sont très très proches. Le fils aîné, aimé. Marc Gerbert, enquêteur. Plus que tout par ses parents, et ils en sont fiers. C'est plutôt un beau gosse qui aime bien les chaînes en or, les beaux habits. Valérie Duby, journaliste. C'est quelqu'un qui visiblement vient d'un milieu modeste, mais qui a su monter, si j'ose dire, dans la société en gagnant bien sa vie. Son principal atout, un physique de jeune premier qui lui permet de devenir mannequin pour des grandes marques de luxe comme Jean-Paul Gaultier. Les photos glamour de son pressbook lui ouvrent très vite les portes de la jet-set genevoise. Avec ses belles voitures et son appartement dans les beaux quartiers, Pierre est la fierté de sa mère. Mais ce matin, l'heure avance et son fils préféré n'arrive toujours pas. Je l'appelle à 8 heures du matin. Joséphine Silvano, mère de Pierre. Le téléphone, il répond pas. Le portable. J'appelle au téléphone de la maison, il me répond pas. En plus de 15 ans, Pierre n'a jamais manqué ce rendez-vous matinal. Alors Joséphine s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est pas réveillé? Est-ce qu'il est malade? Voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'une mère, mais sans forcément imaginer le pire. Et donc là, elle se dit, il faut que j'aille voir, il faut absolument que j'aille voir, c'est pas normal. Je prends la voiture et puis je vais chez lui. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais qu'il était malade. Je monte à la maison. Joséphine grimpe au 4e étage. Elle a les clés de l'appartement. Elle se met à le chercher. Elle appelle son fils. Pierre ne répond pas. Et puis je vais dans la chambre. Et puis je vois Pierre dans le lit. Je vois les pieds dehors et puis je touche les pieds puis je fais coucou. Les pieds, ils n'étaient pas froids, mais c'était pas chaud non plus. Joséphine s'avance vers le haut du lit et là, c'est la stupeur.
Quand je découvre le duvet, je vois le visage tout plein de sang. Puis je commence à dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Je croyais qu'il avait une otite, que l'oreille avait sauté. Pierre est inconscient. Joséphine le secoue. Il ne bouge pas. Alors elle panique et appelle les secours. Il est 9h du matin. Un drame s'est joué dans cet immeuble cossu des berges du Léman. Les pompiers arrivent 10 minutes plus tard. Ils examinent Pierre, mais c'est déjà trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Il ne respire plus. Quand ils sont arrivés, moi je pensais toujours que mon fils, il avait une otite. Je ne pensais pas que mon fils était mort. Je ne comprenais plus rien. Joséphine est sous le choc. Mais le pire reste à venir. Car les secouristes sont très intrigués. Il y a beaucoup trop de sang dans le lit pour une simple otite. Ce décès leur semble suspect. Alors, ils ne touchent plus à rien et appellent la police judiciaire. Et la procédure veut que lorsqu'il y a quelque chose qui paraît suspect, notamment une personne avec la tête en sang dans son lit, Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. La police soit également avisée par les secours médicaux. Puis après, ils sont arrivés à la police et tout ça, puis ils m'ont mis de côté. À leur tour, les enquêteurs pénètrent dans l'appartement et procèdent aux premières constatations. Et pour eux, pas de doute. Il ne s'agit en aucun cas d'une mort naturelle. La médecine légale voit 2 petits orifices derrière l'oreille gauche de la personne qui est décédée et ça leur fait penser à 2 orifices faits par des balles. On pense assez rapidement à des coups de feu, à des balles qui ont pénétré dans la tête de Pierre. On essaye de réfléchir aussi avec la police scientifique à la préservation des traces. L'affaire prend une tournure criminelle. Qu'est-il arrivé à Pierre cette nuit-là? Pour tenter d'en savoir plus, la police demande à sa sœur Géraldine de se rendre sur place. Elle est très proche de son frère. Arrivé au pied de cet appartement, j'entends ma mère crier. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Géraldine Silvano, sœur de Pierre. Il y a un agent de police sur le palier. Puis il me dit, écoutez, vous pouvez pas rentrer, c'est une zone de crime. Wow. Alors là, j'ai fait un pas en arrière. Je me dis, pardon, j'ai pas compris. Donc je passe la tête, et je lui dis, maman, maman. Et puis c'est là, elle m'a dit, on me l'a tué, on me l'a tué. Elle était pleine de sang. Je comprenais pas, en fait. Une mort violente. Pour cette famille sans histoire, plus rien ne sera jamais comme avant. Quand on voit son fils mort dans son lit, avec la tête dans une mare de sang, c'est évidemment c'est incommensurable comme choc. Mais je comprenais rien encore. Je comprenais pas. Qu'est-ce que c'était arrivé? Qu'est-ce que s'était passé? Pierre a été tué. Je comprenais plus rien, moi non plus, en fait. Parce que j'y croyais pas. Mais quand j'ai vu que le camion de la morgue avec ce truc en métal qui est horrible, et puis qu'ils mettent mon frère dans un sac, c'est tout, et puis qu'ils l'emmènent, c'est pas facile. Parce qu'on se dit, ça n'arrive, c'est pas possible, c'est impossible, c'est inimaginable. La police ne veut pas perdre une seconde. Le corps de la victime est immédiatement emmené pour l'autopsie. Les experts veulent récupérer les premiers indices matériels, les balles qui ont tué Pierre. Et c'est là qu'ils font une radiographie de la tête et qui peuvent nous confirmer qu'on voit 2 projectiles à l'intérieur de la boîte crânienne. Projectiles de petit calibre. Alors, lorsqu'on découvre la mort de Pierre, on se pose évidemment un tas de questions. Vincent Spira, avocat de la défense. Pourquoi? Qui peut lui en vouloir? Qui peut chercher à tuer cet homme a priori sans histoire? L'affaire semble tellement énigmatique que les policiers sont à l'affût du moindre indice. Ils passent au crible chaque pièce de l'appartement. Et rapidement, un premier détail attire leur attention.
Ils ont fait le tour de l'appartement et ils ont relevé aucune trace d'effraction. L'appartement est fermé. Et puis surtout, il y a tout le sol en fait du logement qui est recouvert d'une sorte de poudre blanche. On a une espèce de produit de nettoyage. Laurella Bertani, avocate des parties civiles. Qui est à peu près partout dans l'appartement, à l'évidence pour couvrir des traces. L'enquête se complique. Les policiers ont affaire à un tueur qui a pris le temps de faire disparaître tous les indices. Mais qui pourrait en vouloir à Pierre au point de l'abattre de 2 balles dans la tête ? C'est le début d'une affaire criminelle mystérieuse qui va tenir tout Genève en haleine pendant 2 ans. Tandis que le jour se lève, au commissariat, les policiers sont démunis, car ils ont très peu d'indices. Alors ils commencent leurs investigations en fouillant la vie de la victime. La famille de Pierre est une famille d'immigrés italiens. Marc Gerbert, enquêteur. Pierre et sa sœur sont nés en Suisse. Ils font donc partie de cette communauté italienne qui compte beaucoup de membres à Genève et en Suisse. C'est pas quelqu'un qui a fait des études. Valérie Duby, journaliste. C'est un peu quelqu'un qui est très instinctif. Les enquêteurs découvrent également une nouvelle facette de sa personnalité. Le mannequin à la carrière prometteuse est aussi un chef d'entreprise doté d'une ambition dévorante. Il a beaucoup travaillé, il était visiblement doué en affaires. Il possède 2 entreprises, une entreprise de puces électroniques de véhicules et une imprimerie. Pierre gagne très bien sa vie. Et surtout, il n'hésite pas à afficher sa réussite. Alors les policiers s'interrogent. N'aurait-il pas fait des envieux ? C'est un jeune homme qui est riche, qui est beau, qui travaille, qui flambe. Qui aime bien les chaînes en or, les beaux habits. Il réussit sa vie. Il aime se balader avec des liasses de billets de 1000 francs suisses. Il aime des grands trains, donc les restaurants, les bars à la mode, notamment une voiture Ferrari avec laquelle il roulait. Il n'a pas une Ferrari, mais plusieurs. Il a des amis qui font partie de la jeunesse dorée de Genève. On se rencontre dans les mêmes bars, dans les mêmes boîtes, on va dans les mêmes restaurants. La vie est belle. Les enquêteurs se rendent compte que ce train de vie déjà spectaculaire explose à l'occasion d'une rencontre qui changera tout. En 2003, Pierre fait la connaissance de Karine, une jeune et jolie Genevoise. C'était une fille qui était bien, qui était contente. Philippe Putala, ami de Karine. Voilà, qui vivait dans le milieu du cheval, qui adorait les chevaux. Elle fait partie de la bonne société genevoise et elle fréquente assidûment les concours hippiques de la ville. Karine ne manque de rien. Il faut savoir que Karine a perdu son père très tôt, quand elle avait 5 ou 6 ans. Elle n'a jamais travaillé, sa mère non plus d'ailleurs, et elles vivent effectivement de la fortune qu'a laissé le papa. Les 2 femmes vivent sur la rivière à Vaudois, c'est un très, très joli endroit, une grande maison de pierre dont elles ont hérité. C'est la bourgeoisie de la côte. Pierre est quelqu'un qui veut séduire absolument Karine. Et il fait tout ce qu'il peut pour la séduire et l'impressionner. C'est le coup de foudre. Karine représente pour lui la femme idéale. Elle tombe sous son charme également car il partage ce même goût du luxe et des belles choses. Karine est quelqu'un qui adore tout ce qui est marque, tout ce qui est bling bling. C'est une Ferrari, c'est des dîners, ce sont des choses un peu particulières, un peu inhabituelles, que tout le monde n'est pas en mesure d'offrir à celle qu'il courtise, et manifestement ça marche. Karine est sur un petit nuage. Et après 2 ans de vie commune, le bonheur est à son comble lorsque Pierre la demande en mariage à Las Vegas. Quand ils sont venus de Las Vegas, et puis nous ont annoncé le mariage là-bas. Joséphine Silvano, mère de Pierre.
et qui voulait donc officialiser à Genève. Mais j'ai dit, mais que donc Dieu vous bénisse. Mais de voir Pierre heureux, moi j'étais contente. Moi, heureuse mes enfants, heureuse moi. Un destin apparemment sans tache, mais qui s'est brisé cette nuit de novembre 2008 à Genève. Les policiers font immédiatement prévenir Karine, sa femme, qui n'était pas présente ce soir-là. 2 heures plus tard, elle arrive sous le choc au commissariat. Et elle n'a qu'une idée en tête, identifier l'assassin de son mari. Selon elle, une première hypothèse se dessine. Lors de son audition, Karine, Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête, nous évoque une piste possible, une piste mafieuse. Il a été exécuté froidement pendant son sommeil. Une première balle lui a été tirée dans la tempe, ici, ce qui a fait basculer la tête de ce côté-là. Et une deuxième balle, ensuite, lui a été tirée derrière l'oreille. Si le mode opératoire fait bien penser à un règlement de compte mafieux, pour les policiers, rien dans la vie de Pierre ne le raccroche au grand banditisme, ce que confirment d'ailleurs ses proches. Mais jamais il s'est mis dans des soucis ou dans des... Géraldine Silvano, sœur de Pierre. Des choses comme ça, de mafieux, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. La mafia, en tout cas, à part ce que disait Karine, franchement, on n'a jamais trouvé aucun élément qui pouvait ramener à ça, si ce n'est qu'il avait une chaîne en or qui brillait et qu'il était italien. Mais vraiment, on n'a jamais pu trouver une trace là-dessus, jamais. Alors les enquêteurs continuent de questionner Karine. Et au fil du portrait qu'elle dresse de son mari, ils découvrent un mobile possible à son assassinat. Pierre était connu pour être très dur en affaires. On apprend relativement vite qu'il avait des conflits avec un certain nombre de personnes. Il est vrai que Pierre n'avait pas que des amis. Elle va nous donner 2-3 indications sur le mode de fonctionnement de son époux, qui est quelqu'un peut-être d'un peu margoulin et qui pourrait avoir peut-être potentiellement d'autres ennuis. Les enquêteurs veulent en savoir plus. Alors Karine fait tout son possible pour les aider. Elle se rappelle en particulier d'un conflit que Pierre a eu avec un ancien associé, un contentieux portant sur plusieurs milliers d'euros qui s'est terminé quelques mois plus tôt au tribunal, et c'est Pierre qui a gagné. L'autre personne a perdu passablement d'argent lors de ce procès, donc c'est un élément qui aurait pu aussi conduire cette personne à en vouloir à Pierre. En tout cas, il est vrai qu'il y avait un type mécontent avec qui il était en affaires. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs se rendent compte que l'ancien associé n'était pas le seul mécontent dans l'entourage de Pierre. Il est vrai qu'il avait un contentieux avec le propriétaire de son logement. Il a fait un autre procès à la personne qui lui loue l'appartement. C'était un homme malin, en affaires, bien sûr. Il se laissait pas avoir. Laurella Bertani, avocate des parties civiles. Effectivement, par exemple, il a loué un appartement, puis après il a contesté le loyer parce que il était trop cher. Oui, c'était un type qui savait y faire. C'était un homme d'affaires. Il a pu descendre énormément le prix de location et que cette personne, sur un bail de 10 ans, avait perdu pratiquement 1 demi-million de francs suisses. Donc c'est également une piste qu'on va explorer. Des mécontents qui s'estiment floués par Pierre et qui ont perdu beaucoup d'argent. C'est une piste sérieuse pour les policiers. Ils s'empressent de convoquer ces suspects pour les interroger. Leurs emplois du temps sont passés au crible. Leurs alibis sont vérifiés. Mais après plusieurs jours d'enquête, il faut se rendre à l'évidence. Les diverses pistes qui ont été avancées ont été bien évidemment explorées. Ce qui va nous permettre de disculper le couple de propriétaires de l'appartement, c'est qu'on va pouvoir déterminer qu'ils n'étaient pas en Suisse au moment de l'homicide. Concernant le concurrent en affaires, on a pu déterminer qu'il avait passé toute la nuit à son domicile, un domicile qui est relativement éloigné de Genève, puisqu'on a pu constater qu'il avait utilisé son téléphone portable très régulièrement. Donc on peut fermer ces 2 portes. Cela fait maintenant 3 jours que Pierre a été assassiné et l'enquête est au point mort. Les policiers décident alors de reprendre l'affaire à zéro en repartant de la scène de crime.
et une nouvelle interrogation surgit. S'il n'y a aucun signe d'effraction, comment l'assassin a-t-il pu pénétrer dans l'appartement? Cette question, en apparence banale, permet de relancer toute l'affaire. Pour comprendre comment l'assassin s'est introduit chez Pierre, ils interrogent les voisins sur la nuit du crime. Et la récolte est bonne. La voisine du dessous a entendu des bruits de pas vers 3 heures du matin. Pour elle, c'est clairement des talons de femmes. Marc Gerbert, enquêteur. Qui marchent sur le plancher de Pierre. C'est un élément qui est important puisque ça correspond assez bien avec ce que la médecine légale va nous dire concernant l'heure du décès. Du bruit à l'heure du crime, si la voisine dit vrai, ceux ou ces mystérieux visiteurs n'ont pu emprunter qu'un seul accès. L'appartement est un appartement assez luxueux. C'est un duplex, 3e et 4e étage, avec un accès privatif, un accès direct par l'ascenseur chez la victime. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne pouvait pas entrer chez Pierre. Valérie Duby, journaliste. Comme ça. Pour arriver chez lui, il faut une clé et l'ascenseur arrive directement dans son appartement. C'est pas facile, sauf si on a la clé. Alors les policiers enquêtent sur l'ascenseur et en questionnant les voisins, ils apprennent qu'un technicien est justement passé la veille de la mort de Pierre. Drôle de coïncidence. Les enquêteurs appellent la société d'entretien. Et là, coup de théâtre. C'est pas l'entreprise de l'ascenseur qui a envoyé ce technicien. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit mais qui était cet homme? Que venait-il faire là? Les enquêteurs tiennent un nouveau suspect. Qui est ce mystérieux technicien et aurait-il trafiqué l'ascenseur? On a décidé de prendre contact avec la société qui gérait l'ascenseur en fait de cet immeuble afin de savoir s'il pouvait nous dire à quelle heure l'appareil avait été utilisé durant cette nuit et puis éventuellement déterminer l'heure d'arrivée de la personne qui avait commis le crime. On avait un déplacement de l'ascenseur. Quelqu'un était venu au 3e étage vers 3 heures du matin. Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. Et ça, c'est très intéressant puisque ça correspond également à un témoignage d'une voisine qui a expliqué avoir entendu des bruits de pas vers 3 heures du matin. On appelle notre service de police technique et scientifique. On va demander qu'il fasse un relevé de traces ADN dans tout le conduit de l'ascenseur. En attendant les résultats des analyses, les policiers font le point. Et ils ont bien avancé. Un faux technicien, qui pourrait être le criminel, mais une autre personne en talons aiguilles se trouvait aussi dans l'appartement à 3 heures du matin. Les policiers pensent à Karine, la femme de Pierre. Pourtant, cette nuit-là, elle n'était pas chez elle. Elle va expliquer qu'elle est restée au domicile de sa mère. Et sa mère, entendue à ce sujet, va nous dire que sa fille n'est pas sortie. Alors si ce n'est pas Karine, qui est cette femme chaussée de talons aiguilles? Peut-être une maîtresse cachée qui aurait passé une partie de la nuit chez Pierre. Les enquêteurs se disent qu'ils tiennent une nouvelle piste sérieuse, celle d'une liaison extra-conjugale. Les policiers repartent en enquête. Dans leur collimateur, le couple Karine-Pierre. Ils découvrent que le grand amour des débuts a progressivement laissé place à un climat de tension. On va enregistrer plusieurs témoignages de proches, des gens qui les ont fréquentés, qui effectivement nous parlent d'une relation, on va dire, le feu et la glace. C'est un peu je t'aime moi non plus. Vincent Spira, avocat de la défense. On se sépare, on se réconcilie sur l'oreiller. Elle n'habitait pas réellement là-bas non plus. Elle était entre chez sa mère et chez lui. Quand ils s'engueulaient, elle retournait chez sa mère. Ils se sont disputés, ils se sont quittés. Mais lui, il était pris d'elle. Pierre est amoureux, mais jaloux et possessif, tandis que Karine tient à son indépendance. Alors les disputes se multiplient. On arrive à un certain moment à la conclusion que ce couple ne peut pas fonctionner. Le couple est toxique.
Les enquêteurs s'interrogent. L'assassinat de Pierre ne serait-il pas lié à cette crise conjugale? Une dispute entre les époux aurait-elle pu mal tourner? Ils se replongent alors dans les constatations et rien ne vient étayer cette piste. 2 balles dans la tête, c'est plutôt l'œuvre d'un professionnel. Et surtout, aucun désordre qui pourrait faire penser à une dispute conjugale. Mais pour en avoir le cœur net, les policiers placent Karine sous surveillance. Et la vie privée de la jeune femme leur réserve bien des surprises. Cela fait maintenant 4 jours que Pierre a été tué. Et les policiers n'ont rien d'autre qu'une éventuelle piste Karine. La surveillance commence. La police va faire une chose absolument intelligente, à savoir, c'est de mettre Karine immédiatement sous écoute active. Laurella Bertani, avocate des parties civiles. Ça veut dire que tout ce qu'elle va passer comme coup de téléphone vont être enregistrés, écoutés en live par la police. Pendant plusieurs semaines, aucun détail des conversations de Karine n'échappe aux enquêteurs. Au début, rien de suspect. Mais au fil des écoutes, ils détectent un nouveau personnage qui fait son apparition dans l'affaire. On se rend compte que Karine est assez proche d'un prénommé Philippe, qui est un peu son confident et puis qu'elle voit très régulièrement. Tellement régulièrement qu'au bout de quelques jours, les policiers en sont convaincus, ce Philippe est l'amant de Karine. Il habite à Genève, il est réparateur télé, il a à peu près le même âge que Karine, peut-être un peu plus âgé qu'elle. Et effectivement, il entretient des rapports avec Karine assez fréquents sur les dernières semaines, derniers mois, en fait, avant la mort de Pierre. Une nouvelle hypothèse prend forme, celle d'un amant jaloux qui aurait pu vouloir éliminer Pierre. Les enquêteurs procèdent donc à quelques vérifications. Évidemment, cet individu nous intéresse. Marc Gerbert, enquêteur. On va effectuer une enquête, notamment sur la téléphonie, de savoir si on peut localiser ce Philippe au moment des faits. Et c'est là qu'on va se rendre compte que la veille, vers 19h, il est à 1 km environ des lieux. Et puis le lendemain matin, vers 6h, le jour de la découverte du corps, on se rend compte qu'il est à l'aéroport, donc à moins de 300 mètres du lieu de l'homicide. En clair, Philippe a été repéré la veille, 6 heures avant le crime, et le lendemain, 3 heures après la mort de Pierre. Alors que ce monsieur n'habite ni ne travaille forcément à cet endroit. Philippe devient suspect numéro 1. Pendant 4 mois, les policiers le suivent dans tous ses déplacements et écoutent toutes ses conversations. Mais l'homme ne se trahit pas. Pour les policiers, sa présence dans le quartier le jour du crime joue contre lui. Alors le 11 mars 2009, l'amant de Karine est placé en garde à vue. Au commissariat de Genève, les policiers n'ont pas de preuves contre lui. Mais le comportement de Philippe les intrigue de plus en plus. D'autant qu'il leur a caché sa liaison avec Karine. Dans un premier temps, il nous explique effectivement fréquenter Karine, mais de manière amicale. On sous-entend que c'était son ami, son amant, son copain. Et finalement, sur notre insistance, il va reconnaître qu'effectivement, ils entretiennent une relation et qu'il a déjà couché avec elle à plusieurs reprises. Les cachotteries de Philippe renforcent la suspicion des policiers. Alors pour le faire craquer, les enquêteurs sortent leur atout-maître, sa géolocalisation près de chez Pierre. Mais l'amant de Karine nie tout en bloc. Philippe va nous donner 2-3 alibis qu'on va quand même essayer de vérifier. Concernant la géolocalisation qui, la veille, en fait... Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. Positionnait Philippe à proximité du domicile du défunt. On a pu déterminer par l'enquête qu'il était en fait allé faire un dépannage chez une dame. Immédiatement, la police vérifie cet alibi et il ne convainc pas les enquêteurs.
On n'arrive pas à le vérifier finalement parce que cette cliente qui est convoquée nous expliquera que oui, il est possiblement intervenu chez elle, mais elle n'arrive plus vraiment à donner de date et à être très précise. Philippe est loin d'être tiré d'affaire, car son deuxième alibi, celui qui explique sa présence près de chez Pierre le lendemain, 3 heures après le crime, n'est pas plus solide. Il va nous expliquer qu'il est allé conduire une personne à l'aéroport pour qu'elle prenne l'avion. Et on va tout simplement contrôler effectivement si la dame qui l'aurait amené à l'aéroport a effectivement pris l'avion. La réponse de la compagnie aérienne est négative. Les contrôles qui sont effectués nous disent que cette personne n'a pas pris l'avion, et que de toute façon, je crois, l'heure de l'avion ne correspondait pas. Donc, on se dit qu'à ce moment-là, il nous ment, qu'il essaye de sauver sa peau. Des mensonges, des alibis fragiles, les policiers en sont de plus en plus convaincus. Avec Philippe, ils tiennent leur coupable. Reste une question. Karine, sa maîtresse, était-elle au courant de l'assassinat? Et si oui, quel rôle a-t-elle joué? Février 2009, 3 mois après le meurtre. La scène de crime a de nouveau parlé grâce à l'examen de l'ascenseur. Et l'enquête fait un bond en avant. Une preuve solide a en effet été découverte. Notre police technique et scientifique a fait un examen entier et du toit de la cabine et de tout le conduit où l'ascenseur circule. À la hauteur de l'appartement de Pierre, au 3e étage, ils vont trouver une trace de doigt et ils vont récolter l'ADN de cette trace de doigt. Quand les policiers reçoivent les résultats, ils n'en croient pas leurs yeux. L'ADN trouvé dans la cage d'ascenseur est celui de Karine. Une chose en tout cas qu'on ne s'est jamais dite, Valérie Duby, journaliste, c'est que sa femme pouvait être dans le coup. Les enquêteurs sont perplexes. Karine mêlée à la mort de son mari, mais de quelle manière? Et surtout, pourquoi son ADN a-t-il été retrouvé dans cet endroit aussi inattendu qu'inaccessible? On se rend compte qu'il a pu être déposé là que par une personne qui se trouvait sur le toit de l'ascenseur. Les policiers imaginent un premier scénario. Karine n'avait plus les clés de l'ascenseur pour rentrer dans l'appartement et c'est Philippe, en technicien averti, qui aurait piloté la cabine depuis le toit de l'ascenseur pour leur permettre d'atteindre l'étage de Pierre. Immédiatement, les enquêteurs appellent Karine au téléphone pour la convoquer au commissariat. Elle l'ignore, mais elle est toujours sous étroite surveillance. Et les policiers vont pouvoir observer ses moindres réactions après leur coup de fil. On lui dit qu'on a des nouveaux éléments à son encontre, que c'est très dérangeant pour elle, ce qu'on a trouvé. Et puis, on la laisse venir tranquillement toute seule au poste de police où on va l'interroger. Et sur le chemin, Vincent Spira, avocat de la défense. Elle jette dans une bouche d'égout quelque chose dont on ne sait pas encore ce que c'est. Par la suite, elle reprend son chemin et elle se rend au poste pour être auditionnée. Il se trouve qu'elle est suivie par la police et qu'un policier va aller rechercher dans la bouche d'égout ce qu'il y a jeté et l'on va découvrir qu'il s'agit d'une carte téléphonique. Qui permettent de téléphoner dans les cabines téléphoniques publiques. Donc on récupère précautionneusement cette carte qui a été cassée en deux, coupée en deux, et on va enquêter, en fait, on va essayer de savoir où cette carte a pu être utilisée. Pour les policiers, il s'agit maintenant de découvrir les secrets que Karine veut leur cacher. À son arrivée au commissariat, la jeune femme est placée en garde à vue. Le dossier paraît bien ficelé. Mais les enquêteurs vont tomber de haut. Quatre mois après le meurtre de Pierre, la nouvelle de l'arrestation des deux amants fait grand bruit à Genève. Si la presse se passionne pour ce feuilleton à rebondissement, la famille de la victime, elle, est accablée. Quand je vais au poste de police avec mon mari, ils me disent « on est arrêté Karine ». Joséphine Silvano, mère de Pierre. Puis moi j'ai dit « pourquoi Karine ?» Je veux savoir, je ne peux pas vivre comme ça. Moi je viens folle, je veux savoir pourquoi il est mort. Pourquoi ?
Pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait. Géraldine Silvano, sœur de Pierre. Parce que j'avais l'impression de voir un film à la télé. Pour moi, je comprenais plus rien du tout. Les enquêteurs aussi veulent comprendre. Seulement voilà, au commissariat, Philippe, le principal suspect, continue de clamer son innocence. Mais avec ses 2 alibis fragiles, les policiers n'y croient pas. Alors il est placé en détention préventive dans l'attente de sa mise en examen. Pourtant, du fond de sa cellule, Philippe n'avoue toujours pas, bien au contraire. Il a des moments de panique, il pleure. Marc Gerbert, enquêteur. Il crie son innocence, qui écrit lettre sur lettre à la juge d'instruction. Il ne démord pas de sa version. Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. On décide de pousser plus avant les recherches en se disant mais c'est quand même bizarre. Alors, avant de boucler le dossier, les policiers vérifient une dernière fois sa version des faits. Philippe affirmait au moment du crime accompagner à l'aéroport une amie dont on n'avait pas trouvé trace. Les enquêteurs appellent la compagnie aérienne et là, coup de théâtre. Et quelle n'est pas notre surprise de recevoir par la suite finalement des réponses de la compagnie aérienne qui sont tout autres que celles qu'elle nous avait données dans un premier temps. Il y a eu des confusions sur le numéro du vol, sur les dates, sur le changement entre l'horaire d'été et l'horaire d'hiver. Et au final, ce que Philippe nous dit est vrai. De ce fait, son alibi est confirmé et il va être immédiatement libéré. C'est un énorme rebondissement. 1 mois après son incarcération, Philippe est totalement blanchi. Les policiers pensaient tenir le principal suspect de l'affaire, mais ils ne sont pas passés loin de l'erreur judiciaire. L'amant de Karine sort traumatisé de cette aventure. Alors Philippe B a eu la malchance de rencontrer Karine. Et il faudra quand même 1 mois pour le sortir de prison. Philippe mis hors de cause, les enquêteurs n'ont plus désormais qu'une seule piste, celle de Karine, elle aussi en détention. Et cette fois, ils n'ont plus droit à l'erreur. Au commissariat, la tension est à son comble. La jeune femme doit être auditionnée. Elle ne sait pas que les policiers ont la carte qu'elle a jetée dans les égouts. Et l'expertise vient de tomber. Les différents petits morceaux de cette carte ont pu être récupérés. Et la société en fait qui fabriquait ces cartes a pu reconstituer celles-ci. Il y a des informations qui nous sont fournies par l'opérateur téléphonique et qui nous permettra de remonter sur un numéro de téléphone. Cette carte a servi à effectuer un seul appel sur un téléphone portable suisse. Un seul numéro, c'est mince. Pourquoi Karine voulait-elle se débarrasser de cette carte? Et qui se cache derrière ce numéro de téléphone? Un nouveau personnage, tout droit sorti d'un roman noir, fait son apparition. On apprend qu'il appartient à un certain Gilbert, que ce Gilbert habite à plus de 100 km de Genève et qu'il est connu en fait de la police des lieux. Il a déjà eu maille à partir avec la justice. Il a notamment été condamné pour des menaces, extorsions, chantage. Et qu'il est notamment propriétaire d'armes. Pour les policiers, un homme au profil plutôt chargé. Alors ils se demandent ce qui peut bien relier ce repris de justice à une fille de bonne famille comme Karine. Ils découvrent un premier lien, le milieu hippique. On découvre que ce monsieur travaille dans le milieu des chevaux. Valérie Duby, journaliste. Qu'il a été cavalier, même un assez bon cavalier. C'est un petit nerveux qui a déjà eu maille à partir avec pas avec la justice, mais enfin, c'est quelqu'un qui est assez chaud, on va dire. Les policiers continuent leur enquête sur ce sulfureux Gilbert. Ils retracent son parcours et enfin, ils tombent sur une information capitale. En plus de ça, on apprend qu'il a travaillé pendant 10 ans comme monteur en ascenseur. Donc c'est un spécialiste des ascenseurs. Cette fonction de technicien d'ascenseur intéresse évidemment les policiers genevois compte tenu du fait que Vincent Spira, avocat de la défense. Un technicien d'ascenseur a été croisé par un voisin dans l'immeuble le soir du crime. Et là, ça fait un peu tilt parce que dans cette affaire, l'ascenseur joue un rôle prépondérant.
Un spécialiste des ascenseurs, passionné d'armes à feu, qui gravite autour de Karine. Pour les policiers, c'est le jackpot. Donc à ce moment-là, on se dit, cette fois, on tient le bon. Ça peut être que lui, il a tous les éléments en fait qui nous amènent en fait au tueur. Les enquêteurs lancent un mandat d'arrêt contre ce mystérieux Gilbert. Le 23 avril 2009, 5 mois après la mort de Pierre, il est interpellé et placé en garde à vue. L'interrogatoire commence, mais les policiers n'ont aucune preuve contre leur suspect et Gilbert est catégorique. Gilbert, lui, conteste toute participation à l'homicide. Il conteste tout, il conteste s'être trouvé sur place, il conteste être intervenu, il conteste donc avoir tué. Sans aveu, les policiers sont coincés. Le spectre d'une nouvelle erreur judiciaire plane sur le dossier. Il faut vite trouver des indices. Avec l'interpellation de Gilbert, les policiers exploitent une toute nouvelle piste, celle de l'arme du crime. Car le suspect est un passionné d'armes à feu. Alors les enquêteurs perquisitionnent son logement et tombent sur un incroyable arsenal. On a décidé de travailler un peu sur les éléments techniques que nous avions, à savoir les armes qui avaient été récupérées chez lui. Entre 6 et 8 armes, selon mon souvenir, notamment des armes de calibre 22 long rifle. C'est le calibre des balles qui a été retrouvé dans le crâne de Pierre. Là, on s'est dit, cette fois, c'est bon, on a la bonne personne. L'enquête est enfin relancée. Les armes sont envoyées au labo pour analyse, mais quand les résultats tombent quelques jours plus tard, c'est la douche froide. Au final, on n'arrivera pas à déterminer que ce sont ces armes-là qui ont servi à l'assassinat de Pierre. Marc Gerbert, enquêteur. Donc là, oui, on est un peu déçus, parce que c'est clair que ça aurait été vraiment la grande preuve qui nous aurait permis de le confondre. Et là, on reste un petit peu sur notre faim. Pendant ce temps, Gilbert clame toujours son innocence. Alors les policiers doutent. Est-ce vraiment lui le tueur ? Pour le confirmer, ils cherchent à savoir où il était à l'heure du crime. À ce moment-là, il nous reste comme élément la géolocalisation. Il était présent sur les lieux dans l'après-midi, mais surtout que le 26 au matin, il borne également tout près du domicile de Pierre. Que faisait-il si loin de chez lui et si près de l'immeuble de Pierre le jour du meurtre ? L'homme, loin d'être pris au dépourvu, a réponse à tout. Il va finalement dire qu'il est allé prendre en charge une prostituée dans le quartier chaud. Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. Et qu'il a finalement arrivé dans un chemin et que par hasard, c'est le chemin où se trouvait le domicile de Pierre, du défunt, et qu'il est resté 2 heures avec cette prostituée dans une voiture pour entretenir des relations. Et il a eu des relations sexuelles avec elle... juste là, en fait. Laurella Bertani, avocate des parties civiles. À côté de l'immeuble de Pierre. Voilà. Bon, c'était pas très crédible. Immédiatement, les policiers se mettent en quête de cette prostituée. En vain. Mais le suspect n'en démord pas. Il n'a rien à voir avec le meurtre de Pierre. Le dernier moyen de le rattacher à l'affaire, c'est donc Karine. Elle ne sait pas que les policiers ont interpellé Gilbert. Alors ils l'interrogent à nouveau en essayant de la déstabiliser. On s'est dit que cette fois, comme on avait un élément vraiment tangible, le fameux Gilbert, on s'est dit que si on lui présente la photo, ça va peut-être faire un déclic. On lui soumet un certain nombre de photographies, en particulier la photographie de Gilbert. Et face à cette photographie, Karine se fige. Donc même si Karine ne s'exprime pas lorsqu'on lui montre la planche photographique, on sait qu'on est dans le juste en voyant sa réaction. Au bout de quelques instants, la jeune femme s'effondre et demande à parler à son avocat. Karine a décidé qu'il n'était plus l'heure de mentir et qu'il fallait dire la vérité et dire les choses. Elle va se mettre à table et avouer sa participation à l'homicide, de même que celle de Gilbert. Elle va tout raconter au juge d'instruction. Elle va, à partir de ce moment-là, collaborer et elle va expliquer au juge d'instruction ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait et pourquoi elle l'a fait.
Les policiers tiennent enfin des aveux. Et voici sa version du drame. Elle a décidé de tuer son époux parce qu'elle était à bout. Elle affirme que dispute après dispute, Pierre était devenu invivable et violent. Donc elle explique qu'en fait, Pierre était menaçant, harcelant, dangereux, que pour elle c'était une question de vie ou de mort. Mais Karine a également très très peur parce que Pierre aurait menacé de brûler son cheval préféré. Valérie Duby, journaliste. Et ça, c'est quelque chose pour elle qui est insupportable. Pour elle, elle n'avait pas le choix. Elle se trouve dans une situation où il n'y a plus aucune issue. Elle pense qu'elle va mourir. Alors Karine veut se débarrasser de Pierre. Mais comment faire ? La jeune femme explique qu'elle se tourne alors vers Nicole, sa mère. Pour les policiers, c'est une vraie surprise. Elle en parle à sa mère, elle s'affole, qu'il faut absolument trouver une solution pour se débarrasser de ce mafieux. Karine et sa mère Nicole mettent au point un plan machiavélique et décident de recruter un tueur à gages. Les policiers ont du mal à le croire, mais les deux femmes se mettent en quête d'un homme de main au sein du milieu qu'elles connaissent le mieux, le monde hippique. C'est ainsi qu'elles font la connaissance de Gilbert. Et le repris de justice ne dit pas non. Et on ignorait encore plus que dans ce beau milieu des chevaux, dans ce milieu de notables, on pouvait trouver des tueurs à gages. À condition, bien sûr, d'y mettre le prix. Karine entame une sordide négociation. Le prix pour la mort, c'est 50 000 francs. Donc elle va retirer 25 000 francs de son compte. Nicole va lui donner les 25 000 francs. Une mère qui donne de l'argent à quelqu'un pour tuer le mari de sa fille, voilà, ça arrive pas tous les jours, quoi. Le 1er novembre 2008, Karine et sa mère remettent 50 000 francs suisses au tueur à gages. Pierre n'a plus que 25 jours à vivre. Pendant 25 jours, Karine va revoir Pierre, va lui envoyer des messages d'amour, alors qu'elle sait qu'elle a planifié son assassinat, qu'elle sait qu'il va mourir. C'est juste inconcevable comment on peut continuer à être en relation amoureuse avec un homme dont on vient de payer le tueur à gages. Pour les enquêteurs, le scénario se tient. Karine et Nicole ont commandité le crime et Gilbert l'aurait exécuté. Seul problème, le tueur à gages réfute toujours cette version. Gilbert conteste, il conteste tout. Et les policiers n'ont trouvé aucune trace de lui sur les lieux du crime. Alors, qui a tué Pierre dans la nuit du 26 novembre 2008 ? Tous les regards se tournent vers Karine. Les policiers veulent vérifier son mobile. D'après elle, Pierre serait violent. Mais en se replongeant dans l'histoire du couple, ils voient surtout la vie tumultueuse et cachée de leur suspecte. Pour les enquêteurs, tout commence en 2004, 4 ans avant le drame. À cette époque, Pierre découvre pour la première fois que Karine le trompe. On va se rendre compte finalement qu'effectivement, c'est pas forcément la jeune fille lisse de ce milieu bourgeois de la côte. Marc Gerbert, enquêteur. Oui, on apprendra qu'elle a eu des relations intimes avec d'autres individus. Or, en 2008, Pierre découvre que, de nouveau, elle a un amant. Laurella Bertani, avocate des parties civiles. Bien plus tard, on découvrira qu'en fait, elle en avait un deuxième. Il a compris que, ben voilà, ça recommençait, il y avait de nouveau une trahison, il y avait de nouveau une infidélité. Et puis, là, il s'est décidé à divorcer. A priori, lui ne voulait plus d'elle. Je pense que quand elle a vu que quand lui, il lui a dit « écoute, maintenant je peux plus, je veux divorcer », Géraldine Silvano, sœur de Pierre. C'est là où ça a tout déclenché. Tout, absolument tout. C'est à ce moment-là que Karine aurait décidé de tuer son mari. Une hypothèse confirmée par les nombreuses écoutes téléphoniques.
À peine son mari décédé, Karine change de comportement. Et c'est vrai que gentiment, plus on enquête sur elle, plus on essaye de savoir finalement qui elle est, plus on va se rendre compte qu'elle aime l'argent. Dans une des écoutes, elle dit très bien quel est son plan. Elle allait mettre les 2 sociétés en gestion et puis elle allait empocher les bénéfices. Comme ça, elle n'aurait pas eu besoin de travailler et puis elle aurait encaissé ce qu'il fallait encaisser. Elle vit une double vie. Elle a la petite fille gentille à sa maman et elle a son côté machiavélique de l'autre côté. Une hypothèse qu'on peut avancer, c'est que Karine a fait ça pour hériter en fait de son mari. Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. Puisqu'il avait l'intention de divorcer, donc par la suite elle n'aurait rien eu. Les enquêteurs creusent cette piste. Ils repassent au crible le comportement de Karine une fois Pierre assassiné. Et là, elle commence à chercher l'argent. Elle essaye de savoir où il en était au niveau financier, tout ce qu'il possédait, tout ce qu'elle va pouvoir récupérer. On va apprendre rapidement qu'elle est en train de se renseigner sur les avoirs de la société en disant qu'elle était l'héritière. Sur les assurances-vie que Pierre pouvait avoir. Elle s'est déjà fait tous les calculs en fait. Elle, c'était l'argent. C'était rien d'autre. C'est aussi la version du juge d'instruction. Si Karine a fait tuer Pierre, c'est qu'elle craignait de perdre la fortune de son mari en cas de divorce. Fort de ces constatations, le magistrat inculpe Karine, sa mère Nicole et Gilbert pour assassinat et complicité d'assassinat. Mais une question demeure. Qui a appuyé sur la détente? Pour la police, c'est le tueur à gages. Sans preuve tangible, l'accusation est fragile. Alors, tout va se jouer au procès. « 24 mai 2012, cour d'assises de Genève. Pour faire éclater la vérité, les juges misent tout sur la confrontation entre les accusés. On espère que d'un procès de ce type-là va jaillir la vérité. Vincent Spira, avocat de la défense. Et que ce n'est pas uniquement la vérité judiciaire qui devra terminer la procédure, mais une vérité admise par tout le monde. C'est d'abord Karine qui est mise sur la sellette, mais elle ne lâche rien. Elle affirme qu'elle n'était pas sur les lieux du crime. Je n'ai jamais vu une femme... Valérie Duby, journaliste. Une femme comme ça sur les bancs d'une cour d'assises. Durant tout le procès, Karine s'est construit une sorte de carapace. Donc c'est vrai qu'elle est apparue, je l'admets, distante et froide à l'égard de tout le monde. Elle était tellement... Joséphine Silvano, mère de Pierre. Glaciale. C'était pas chaleureuse comme femme. C'est au tour de Gilbert, le supposé tueur à gages, de prendre la parole. Sa version est totalement différente de celle de Karine. Pendant toute la procédure, le tueur à gages a dit « j'ai rien fait » et Karine a dit « c'était lui et moi j'y étais pas ». Qui a vraiment tiré? Qui a mis le duvet sur la figure de Pierre ou sur le visage de Pierre? Qui a fait quoi cette nuit-là? La version la plus probable est que Gilbert a tiré lui-même les 2 balles, s'est chargé du contrat finalement que Karine et sa mère lui avaient confié. Pendant toute une semaine, les audiences se suivent et se ressemblent. À chaque fois, la confrontation entre les inculpés ne donne rien. Ni Karine, ni Gilbert n'avouent le meurtre de Pierre. Au juge de trancher. Le 1er juin 2011, dans l'après-midi, les magistrats se retirent. Après quelques heures de délibération, le verdict tombe. Karine est condamnée à 16 ans de réclusion pour instigation d'assassinat. Elle n'est pas reconnue coupable d'avoir elle-même tué son mari. Karine, elle ne réalise pas. Elle entend,
Elle encaisse. Elle se dit, voilà, maintenant, je peux compter, et c'est long. Ça va être très long. Gilbert, qui a toujours nié, est condamné à 16 ans de prison pour assassinat. Il est reconnu officiellement coupable de la mort de Pierre. Il a été condamné sur la base d'indices relativement nombreux. Et puis Gilbert est mis en cause. Il est mis en cause par tout le monde. En revanche, il est vrai qu'on n'a jamais retrouvé l'arme et qu'on n'a pas retrouvé les 50 000 francs. Néanmoins, le faisceau d'indices était suffisant pour prononcer sa culpabilité. Enfin, Nicole, la mère de Karine, est condamnée à 6 ans de prison pour complicité. Un verdict qui ne satisfait pas complètement la famille de la victime. Ça redonnera pas la vie à mon frère. Géraldine Silvano, sœur de Pierre. C'est mon sang, c'est mon frère. Et on me l'a pris. Quant à Joséphine, elle reste persuadée que Karine est la meurtrière de son fils. Pour moi, c'est pas lui qui a tué. C'est pas Gilbert. Si elle me demandera le pardon, ce mot-là, je le connais pas. Mais j'ai pas coupé le cordon avec Pierre. Ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.